Monsieur Pitibanda, bonsoir. Bonsoir, Est-ce que vous pourriez, pour les téléspectateurs et auditeurs, éventuellement vous présenter en quelques phrases? je m'appelle Pichi Manda, je suis psychologue de formation, je viens du Congo, j'habite la Belgique depuis 1994. En Belgique, je me suis trouvé dans l'obligation de reprendre les études à Louvain-la-Neuve, où j'ai eu une autre licence spéciale en sciences des familles et sexualité, tout ça pour me donner la chance de trouver du boulot. Alors, mon métier principal maintenant, c'est quoi? Je fais des spectacles dans beaucoup de pays d'Europe, Canada, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe. J'ai été en Slovaquie, au Luxembourg, en Allemagne. Les gens nous appellent. Et cela fait combien de temps que vous travaillez en tant que comédien? Oh, en tant que comédien, ça fait plus ou moins 20 ans. 20 ans. Et je vous signale que, comme dans ma vie passée, j'avais été professeur, j'avais été directeur, mais quand on est professeur dans le pays où j'étais, c'est nous qui étions chargés aussi des activités parascolaires avec les élèves, parce que c'était des internes. Mais à ce moment-là, j'encadrais plus que je ne jouais moi-même. Je pouvais écrire une pièce et faire jouer par mes élèves, etc. Mais en tant que professionnel, c'est en Belgique que j'ai commencé. Et j'ai commencé au hasard. Hein. J'écris d'abord un livre, parce que je suis un écrivain, et les livres intéressent les gens, et je monte sur la scène pour raconter les livres à l'occasion d'une marche qui avait été organisée en faveur des sans-papiers. Et c'est là que les gens applaudissent, les gens me découvrent. Alors les organisateurs me demandent, mais tiens, on vous a donné quelques minutes, vous avez ému les gens. Et si on vous avait donné 1 heure, vous auriez parlé? Je dis oui, j'aurais parlé. Mais on va essayer. Alors un jour, on réunit la salle, les gens dans la salle et moi je monte devant et les succès étaient au rendez-vous dès le premier jour. J'ai beaucoup été aidé par la presse, j'aime beaucoup les journalistes et qui ont relayé ce que j'avais fait et tout le monde a entendu parler. On a fait beaucoup d'interviews à la télévision, les gens m'ont vu, ils sont venus de plus en plus nombreux. Donc, ce fut quand même un succès extraordinaire parce qu'il m'a permis d'en vivre. Par rapport à vos spectacles, qu'on a eu l'occasion d'écouter, hem, on entend aussi que les gens rigolent, parce que c'est un spectacle d'humour, mais comment c'est possible de rire d'un sujet aussi sérieux, aussi, dur? On peut rire du sujet dur et sérieux parce que je l'ai voulu. Nous avons le choix, nous les artistes, quand on veut parler des thèmes difficiles, où je me retrouve devant les gens. Je dis les choses de manière crue. Je leur reproche leur attitude. À ce moment-là, je veux provoquer soit un blocage, soit une hostilité. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut? Pour qui il se prend? Ils vont être sur la défensive. Mais lorsque j'arrive avec humour, je vous dis quelque chose de difficile, mais c'est moi qui l'ai dit avec humour. À ce moment-là, dans la salle, ils vont rire. Mais rassure-toi, une fois qu'ils ont fini de rire, en partant, dans la tête, une idée va revenir. Et j'ai beaucoup de témoignages des gens qui me disent, monsieur, tu nous as fait rire, d'accord, mais tu nous as piqué aussi à plusieurs endroits. Quand on est parti, on a été tranquille, on a réfléchi, il y a des idées qui nous reviennent. C'est quand même dur ce que vous avez vécu. Et même qui vous disent, nous sommes honteux d'avoir ri. Je dis, mais non, si vous n'avez pas ri, ça ne serait pas un spectacle. Donc, je pense que c'est une qualité de pouvoir dire des choses difficiles avec humour. C'est comme faire passer une pilule amère avec un peu de sucre dessus pour que la pilule passe. Et une fois que la pilule passe, elle va travailler. C'était ça mon secret. Et dans vos spectacles, vous avez souvent mentionné, dans une scène où vous mettez votre fille en jeu, qui vous demande qui est l'autre, et vous répondez l'autre c'est nous. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu plus et développer cette phrase? Eh bien, vous voyez, j'arrive là et j'entends quelqu'un qui dit, tiens, t'as vu celui-là qui passe? Les autres regardent, oh, il y en a de plus en plus, hein. Mais c'est qui, il y en a, qui sont là de plus en plus? Des gens qui viennent d'ailleurs. Et vous avez quelqu'un qui vous dit, si c'est des gens de Kosovo, aujourd'hui on dirait, si c'est un Ukrainien, oui. Mais les autres, non. Et ma fille dit, mais les autres, c'est qui, papa? C'est nous. Pourquoi est-ce que nous sommes les autres? Ben, peut-être parce qu'on nous trouve différents. Nous sommes des noirs, on n'est pas des blancs. Alors, quand on est noir chez les blancs, le noir, à partir de sa couleur de peau, il est l'autre. Mais là, je demande aux Européens de faire quand même attention.
Parce que chacun d'entre nous peut être l'autre de l'autre. Dans l'histoire de la Belgique, il y a des gens qui ont été discriminés. Il y en a même qui se sont suicidés, tout simplement à cause de la couleur des cheveux. Pendant la guerre mondiale, il y a des gens parmi les Blancs qui ont été tués. Seulement, par exemple, quand on regarde son visage, son nez, eh bien, on dit celui-là, c'est un tel. Ou la couleur des cheveux. Non, quand on veut considérer que tout celui qui est différent de nous, c'est l'autre, eh bien, on les retrouvera même dans sa propre maison. Donc, nous, on est les autres à cause de la couleur de notre peau. Mais prenez l'exemple des enfants qui se sentent harcelés dans les classes, dans l'école. Il va vous dire, pourquoi est-ce qu'on vous harcèle? Il dit, parce que j'ai des lunettes comme ça, lourdes. J'ai l'air d'un savant, voilà. C'est ça sa différence. Un autre qui dit, moi, je ne réponds pas au canon de beauté tel qu'il est reconnu en Europe. Ça fait une différence. Un autre qui dit, moi, j'ai une orientation sexuelle qui n'est pas habituelle. C'est ça sa différence. Donc, la moindre différence, on va étiqueter quelqu'un, on va le mettre en minorité, on va l'exclure de notre groupe de jeux. Les raisons sont multiples. Et là où nous devons faire attention, c'est le fait que l'autre en Europe, c'est parfois l'élève le plus brillant. Quand on enseigne, il comprend tout. Il répond aux questions, etc. Et les autres deviennent jaloux. Et on commence à lui faire des misères. Alors à ce moment-là, les jours où il échoue, il est content parce qu'il se sent un peu comme les autres. Vous avez regardé Homer Simpson, non? C'est un anti-héros. Or, vous l'aimez beaucoup quand il fait des bêtises. Tu vois, finalement, celui qui est bien, c'est celui qui fait des bêtises. Mais si le gars est très intelligent, il répond aux questions, l'intello de la classe, et il est marginalisé. Donc, quand on cherche l'autre, c'est pour dire, et si on considérait tous que nous sommes des humains, des frères et sœurs en humanité, et s'arrêter là, mais quand vous commencez à chercher les différences, eh bien, allez-y, vous les trouverez même dans votre propre maison. Et tant qu'on est au sujet de la différence, comment peut-on faire, surtout quand on est jeune et migrant, pour faire de cette différence-là une force? Pour faire de la différence une force, il faut commencer par une étape. C'est d'abord s'accepter soi-même, ne pas se laisser abattre, ne pas avoir des complexes d'infériorité. Je m'accepte, moi, Pichibanda, je suis un Africain, fier de moi. Ça, c'est la première phase. Une fois que vous êtes accepté, vous allez maintenant vous poser des questions. Mais moi, Chibanda, je viens en Europe. Est-ce que je suis venu les mains vides ou est-ce que j'ai une valise dans laquelle il y a aussi des choses que je peux partager avec les Européens? Et moi, je considère que dans ma valise, il y a des choses que je peux partager avec vous. Je peux vous raconter une histoire. Je peux chanter pour vous et vous pouvez chanter avec moi comme nous l'avons chanté ce soir. Quand nous chantons tous ensemble comme ça, celui qui avait des soucis, il va les oublier un moment. Celui qui était triste, il va se retrouver égayé un moment. C'est aussi de la thérapie. Hein. La thérapie passe aussi par les spectacles. La thérapie passe par la musique. La thérapie passe par le chant, etc. Donc, première phase, premier stade, s'accepter soi-même, n'être complexé, s'interroger maintenant pour savoir qu'est-ce qu'on a comme chose à partager. Une fois que vous avez trouvé, cherchez l'occasion et le moment de les partager. Voilà, il est déjà l'heure avancée, mais nous sommes avec vous aujourd'hui. En ce moment, en tant que père de famille, je me suis quand même préoccupé. J'ai dit, tiens, on vient vous chercher ou bien comment ça va se passer? Et vous êtes rassurés, on viendra nous chercher. Donc, même ma fille qui arrive ici, elle doit savoir qu'il y a un conseil de jeunes à Havre. Il faut qu'elle s'intéresse à savoir, mais tiens, comment on fait pour y entrer? De quoi qu'est-ce qu'on traite comme sujet là-bas? Et si elle est renseignée, elle vient aussi ici. Vous voyez donc, or, en venant ici, il est possible qu'une parmi vous, tiens, tu viendrais une fois chez moi, jouer chez moi, et voilà, son horizon va s'ouvrir. Et même plus tard, qui sait, vous avez fini vos études, vous cherchez du boulot, il peut trouver votre papa qui est peut-être quelque part où il peut dire, tiens, mais on engage à tel endroit. Au moins, l'information est venue. Il y a moyen de faire un réseau. Donc, avoir confiance en soi-même, prendre conscience des valeurs que l'on a, parce qu'on a des richesses tous ensemble, chercher un endroit où les faire valoir, et voilà, se mettre en action, travailler, partager avec les autres. Vous avez parlé des différences et des complexes.
Mais pour vous, pourquoi y a-t-il des inégalités sociales et culturelles dans nos sociétés? Des inégalités d'abord sociales. Je commence par social et puis on arrivera au culturel. Pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités sociales? Mais des inégalités sociales parce que par nature, nous venons au monde, nous n'avons pas les mêmes potentialités. Moi, je sais qu'il y a des gens, il peut arriver à l'école, il a des difficultés à réussir ses cours. Mais il y en a qui arrivent à l'école, il n'étudie même pas, mais il réussit. Il jette un coup d'œil au cahier, et il sort de meilleures notes parce qu'il a un quotient intellectuel très élevé. Voilà déjà une différence qu'on apporte à la naissance. Vous avez quelqu'un qui arrive, il est chétif, et l'autre c'est un géant. Ben, les géants, là, quand il faut mettre des paniers au basket, il aura plus d'avantages que les petits. Voilà, des différences qu'on amène comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces différences-là ne nous condamnent pas. Celui qui est petit au basket, ça peut être un bon dribbleur, hein. Il va en dessous, là, il marque des paniers à distance. Et celui qui est grand, bah, il va s'approcher. Je pense que chacun d'entre nous doit travailler ce qu'il a comme potentiel et il va compenser ce qui serait des lacunes. Et vous avez aussi des gens qui naissent dans des familles où les parents ont des possibilités. Alors, chaque vacances, ils sont en voyage. Chaque vacances, ils vont visiter des musées. Chaque vacances, ils vont aux États-Unis. Chaque vacances, chaque vacances, chaque vacances. Mais à force d'avoir vu le monde, à force d'avoir visité les musées, à force d'avoir lu des livres que les papas apportent à la maison, il est possible que cet enfant, à l'école, brille dans des cours comme l'histoire, la géo, parce qu'il a vu ça. Mais en même temps, dans votre classe, là, il y a peut-être un petit enfant, venu peut-être de loin, qui lui n'a pas de moyens comme votre papa. Alors à ce moment-là, les voyages, lui, il ne connaît pas, hein. Les musées, lui, il ne connaît pas. Alors à ce moment-là, dans une situation de compétition, vous allez avoir des avantages par rapport à lui. Tu vois, ce sont les différences sur le plan social. Ou encore, alors, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Eh bien, vous terminez vos études des humanités, par exemple, et vous dites à votre père, tiens, papa, je vais prendre une année sabbatique. Je vais aller aux États-Unis apprendre l'anglais. Votre papa a des moyens, il paye le voyage et il paye les séjours là où vous allez. Pendant un an, vous parlez anglais. Et quand vous revenez, vous trouvez un autre enfant. Lui, ses parents ne peuvent pas se permettre ça. Alors toi, tu viens, tu es déjà bilingue et lui ne parle qu'une langue parce qu'il ne peut pas faire ce que vous avez fait. Donc, les inégalités sociales, ça vient de tous ces potentiels que l'on apporte, qui est différent, et la famille dans laquelle vous naissez qui n'est pas différent, et même vous allez dans une bonne école, l'autre va dans une école qui n'est pas très bien, etc. C'est ça qui apporte des inégalités sociales. Mais vous avez parlé aussi des inégalités culturelles. Je pense que ça, il faut corriger. Je ne pense pas qu'il y ait des inégalités culturelles. Parce que quand on dit culturel, c'est-à-dire les habitudes, la coutume, les us et coutumes de chaque peuple. Quand nous, on vient chez vous, on vous trouve avec votre manière de faire les choses. Et nous, nous avons notre manière de faire les choses. Je vous donne un exemple. Dans mon pays, si je trouve quelqu'un de mon âge, ou même un jeune, il est assis quelque part, mais il est comme ça, il a l'air triste, eh bien, j'aurais tendance à dire, hey, qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? Tu es triste. Ça, en Afrique, c'est courant. Mais quand je suis arrivé ici, j'avais oublié que j'étais chez vous. Et je voyais quelqu'un, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste. Vous savez ce qu'on me répondait? Mais de quoi tu te mêles? C'est pas ton problème. Vous voyez, c'est des différences culturelles. Est-ce que vous étiez là le matin, dans les activités du matin? Non. Il y a eu une scène magnifique. Tout le monde a applaudi dans la salle. Eh bien, j'étais devant. On faisait des animations. Et moi, je voulais démontrer que même si on ne connaît pas la langue, il y a toujours moyen de se parler, de s'entendre. Vous avez déjà vu des petits enfants. Vous quittez ici, vous allez en Ukraine pour la toute première fois et vous voyez votre frère qui a 1 an et l'enfant ukrainien d'1 an. Ils jouent ensemble toute la journée. Et vous vous dites, mais comment ils se comprennent? Et si les petits enfants peuvent se comprendre comme ça et vous, adultes, vous ne pouvez pas? Alors j'ai fait une démonstration aujourd'hui. J'ai appelé une femme ukrainienne. Elle est venue devant tout le monde, hein, comme si on faisait de l'impro là. Alors, regardez-moi bien comment j'ai fait. J'ai dit, bonjour madame. Elle ne parle pas français, hein, mais en disant quand même bonjour madame, elle a compris que je la saluais. Elle a dit bonjour. Je dis très bien. Et j'ai dit, moi, Pi Chibanda,
Et vous? Elle a compris que je voulais dire, et vous vous appelez comment? J'ai fait toute une conversation avec elle en utilisant des gestes et des mots simples. Elle a répondu à toutes les questions. Mais à la fin, c'était tellement bien ce qu'elle a fait. J'ai dit, mademoiselle, mais c'est très, madame, c'est bien. Est-ce que je peux vous embrasser? C'est ce que j'ai dit. Et je vois qu'elle hésite. Elle dit, je suis mariée. Et je regarde la scène, je dis, son mari, il est là? Il dit, oui. Les maris, venez. Et je dis au mari, moi, embrassez votre femme. D'accord? Il dit, d'accord. Et je tends les bras comme ça à la dame. La dame vient et je crois qu'elle vient vers moi. Elle va vers son mari, elle va embrasser son mari. Et tout le monde a applaudi. Mais alors, on nous a expliqué que là, chez eux, une femme mariée ne peut pas, quand je dis embrasser, c'est pas aller loin, mais juste, eh bien, chez eux, c'est interdit. La même chose, je vous donne un autre exemple. Si je vais en France, j'habite dans un hôtel pendant 3 semaines, dans un hôtel. Mais la personne qui est là à la réception, finalement, on se connaît. Si je sors, je dis, je sors, je reviens à telle heure. Si, mais tu es revenu trop tard aujourd'hui. Finalement, on parle. Les jours où je dois partir, je peux demander une bise, elle me fera la bise. Mais j'arrive au Canada. Les jours où j'allais partir, je demande la bise. La dame me dit, elle me montre une caméra. Je dis, c'est interdit. Donc, au Canada, à Montréal, tu ne peux pas donner une bise à n'importe qui. Alors qu'ici, oui. D'ailleurs, la preuve est que quand on a fini, il y a une dame belge qui voulait une photo avec moi. Elle vient vers moi et dit, moi, mon mari ne se fâchera pas si je t'embrasse. Elle me tient comme ça, prenez-nous une photo et nous prenons une photo. Ça, c'est des différences culturelles. C'est pas des richesses. Il n'y a pas un qui est plus riche que l'autre. Il y a des manières de faire selon les cultures. Vous avez vu comment c'est que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vois quelqu'un triste, je dis, qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? Tu es content et tout? Je pose la question. Ça, c'est l'Africain. Et ici, parfois, on me dit, de quoi tu te mêles? C'est pas ton problème, monsieur. Ben, nous, on pose la question ici, on me dit, c'est pas ton problème. Donc là, on m'a appris à ne pas me poser aussi des questions, vous voyez? Ça, c'est des différences culturelles. Comment on fait chez les uns et comment on fait chez les autres. Mais, maintenant que je suis chez vous, la question se pose. Est-ce que j'abandonne toute ma culture pour faire comme vous? Ou est-ce que moi, je peux aussi vous dire, attention, vous avez de bonnes choses que je vais suivre, mais moi aussi, je ne suis pas les mains vides. Je vais vous dire un peu comment ça se passe chez moi. Et là, vous aussi, vous pouvez suivre certaines choses que je fais chez moi si je vous les explique et que vous êtes d'accord avec moi. Voilà pour les différences culturelles. Merci beaucoup, Monsieur Banda. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps et j'espère que vos prochains spectacles se produiront très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi et content d'avoir fait votre connaissance. Merci beaucoup. Merci. Pas être